Là, pour l'instant, je vais vous présenter donc, un travail expérimental. Donc, c'est un travail en cours qui n'est pas fini. J'espère pouvoir le finir rapidement, mais pour l'instant, ce sera quelque chose d'incomplet. Donc, il va s'agir de rapprocher un ensemble de réflexions sur la collecte et la mise en mémoire de fragments issus du réel et sur la capacité donc, de l'hypermédia à offrir une multitude de parcours au cœur du contenu. Donc, c'est le visuel que je vous ai mis derrière. Donc, vous avez la tour plein ciel qui est emblématique à Saint-Étienne, le jour de son implosion, donc qui était située à Montreno, donc c'est le quartier qui est juste au-dessus de la plaine du Marais, le site sur lequel nous nous trouvons. Et donc aujourd'hui, vous ne la voyez plus puisqu'elle a implosé en 2011. Voilà. Mais pour les Stéphanois, vous avez tous une affiche d'un concert de rock avec la tour plein ciel normalement en tête. Voilà. Donc, cette collecte engagée depuis maintenant 3 ans est divisée en différentes pratiques. Donc, sur la première colonne, la première partie de l'image, c'est une pratique de l'archive qui est menée principalement aux archives municipales de Saint-Étienne. Donc, une collection d'articles de presse, de vidéos, de plans, de maquettes, etc. La deuxième, c'est donc les entretiens menés avec les habitants. Donc là, vous avez des captures d'écran. Et puis la dernière, donc c'est ma pratique personnelle qui a commencé au moment où j'ai travaillé en tant qu'agent de médiation dans le quartier et qui se poursuit aujourd'hui par un travail plutôt d'archives personnelles, vidéo et d'écriture. Donc pour vous donner un petit exemple, les vidéos ne marchent pas si. Donc ça marche ? Ah oui, il ne se passe rien, j'avais oublié. Donc en fait, l'image qui est au centre ici, c'est une captation qui a été faite lors d'une visite du chantier au moment où ils ont, après le désamiantage et au moment où ils ont posé les charges en fait pour faire imploser la tour. Donc on a eu cette chance-là de pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc cette pratique de la collecte va s'établir à partir d'un protocole de captation, donc d'entretien vidéo, dans lequel je demande donc à d'anciens habitants de décrire le lieu d'habitation. Donc la première difficulté a été pour moi de retrouver ces personnes. Ça paraît évident, mais c'est une entreprise qui est extrêmement complexe. C'est à la fois sur le terrain que j'ai réussi à récolter un certain nombre de noms et puis aussi aux archives. Le problème de ce travail-là, c'est que les personnes qui reviennent régulièrement dans la presse et les archives sont des personnes qu'on sollicite énormément, principalement les médias, les architectes et les sociologues. Donc, je vais éviter de me faire lyncher par mes collègues. Et tout simplement, ils refusent de travailler avec moi parce que voilà, il y a une sollicitation permanente. Donc, les réponses négatives, c'est souvent pour ce motif-là, en fait, parce qu'il y a une lassitude de parler de la tour plein ciel. Donc, cet élément-là représente bien toute l'énergie qui est accumulée autour de ce bâtiment symbolique et comment elle va être perçue par la population. Donc, c'est très compliqué comme approche. Donc, pour revenir à mon protocole, passer donc l'étonnement premier, les langues vont se délier et c'est de façon factuelle que le lieu va être décrit. Donc ça va être l'étage, le nombre de pièces. Et à ce moment-là, le dessin va commencer. Donc bien évidemment, c'est une main qui va être hésitante, qui va envisager la feuille, la tourner, la manipuler, la découper. Et le récit va précéder le dessin et aussi des gestes. Et ça va être extrêmement important dans mon travail. Donc finalement, ce principe de description fait écho aux pratiques donc des Ars Memoria qui ont été évoquées hier, ce palais de mémoire à l'intérieur duquel on se déplace. Donc on décrit une pièce après l'autre et la mémoire va se déployer pas à pas au fil de sensations mémorielles. Donc le témoin se représente et se projette dans l'espace en même temps et il nous conduit dans un espace fragmenté, troué de brèches qui est celui du plan. Alors, sur cette image-ci, donc, je vous présente, vous avez le plan issu du projet de l'architecte, donc de Raymond Martin, et puis à côté, une description d'appartement faite par un habitant. Donc, on voit bien ici que ce n'est pas tout à fait les mêmes principes de représentation. Donc, ça me permet ici de parler de la représentation de l'espace vécu et d'opposer donc ces deux formes. Le plan, qui serait une forme de représentation schématique, ordonnée,
agencé et maîtrisé. Alors que le croquis en rouge, donc le croquis cartographique, propose des lignes de mouvement qui vont être celles que le témoin retrace dans l'espace qu'il reconstitue. Donc dans ces allées et venues, le témoin se perd autant qu'il découvre, puisqu'ici c'est un travail de mémoire. On oscille finalement entre la réalité et l'imaginaire, l'actualité et la virtualité, autrement dit entre l'espace vécu et l'espace perçu. Voilà. Donc le croquis cartographique, au contraire de la carte, n'indique pas où se trouvent les choses. Absolument pas. Il ne permet pas de s'orienter non plus. Et là, je vais citer Tim Ingold, puisqu'il précise que le croquis les lignes d'un croquis cartographique constituent des gestes de voyage déjà éprouvés. Ce sont des lignes de mouvement. Le mouvement de la ligne retrace votre propre marche dans l'espace réel. Donc, fin de citation. Donc ça, va être fondamental dans mon travail. Donc ce croquis va être un support de communication et un dispositif visuel, puisque la carte, effectivement, est un dispositif qui va représenter un espace spécifique. Donc elle matérialise la projection idiosyncratique d'un espace réel, c'est un point de vue qui est déictique, et une traduction géométrique du lieu. Alors pour vous donner 2 exemples plus précis, alors c'est des vidéos que j'ai fait donc de mes entretiens, donc je les ai accélérées pour qu'on ne regarde que le dessin. Donc il n'y a pas de bande son parce que au moment où les personnes décrivent, ils parlent en même temps. Donc j'ai coupé le son. Hop. Ça va, vous voyez? Donc la vidéo saisit ici le dessin comme énergie graphique, comme le surgissement d'un passé dans le présent discontinu du récit. C'est-à-dire que l'entretien, d'un point de vue formel, va s'effacer au profit d'une histoire singulière, celle d'une description de lieu, et qui se tisse au fil de ce que James Gibson appelle un chemin d'observation. C'est-à-dire que l'histoire va se livrer de façon autonome et spontanée à partir du dessin. C'est-à-dire que le dessin est le support et l'outil qui va permettre au récit de se mettre en place. Et donc le spectateur, lorsqu'on va avoir ceci, va se projeter tout à la fois dans ce qui est décrit et dans ce qui va advenir. Et ça, ce principe-là, donc cette mobilité incorporelle, c'est ce que décrit Cherp par rapport au dessin filmé de Picasso. J'imagine que vous avez tous en tête ces protocoles-là. Donc je vous avais mis cet extrait vidéo puisqu'ici, la personne que j'ai interrogée a commencé son croquis sur la feuille. Et donc comme vous pouvez le voir, à un moment, il y a un problème de rapport d'échelle, de proportion. Donc on prend une deuxième feuille. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans tous les entretiens que j'ai faits, à aucun moment, les personnes n'ont recommencé le croquis. C'est-à-dire qu'on ne barre pas et on retourne la feuille, on prend d'autres feuilles et on s'étale, une prolifération dans l'espace. Voilà. Alors, ça, c'est quand je réalise un entretien avec une seule personne, il arrive aussi qu'il y en ait plusieurs. Donc ici, c'est la seconde vidéo, donc vous avez 2 couleurs, un stylo par personne, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant ici dans cette description à 2 voix, c'est que le croquis résulte d'une conversation à plusieurs mains, où chaque participant ajoute à tour de rôle, dessine des lignes de parcours qu'il ou elle a parcouru. C'est-à-dire qu'on a un lieu unique, mais 2 personnes qui le décrivent. Donc, au fur et à mesure de la conversation, donc ligne après ligne, le croquis prend forme et se développe. C'est-à-dire que le geste s'intègre au dessin. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ici, ça va être par un système d'ombre, mais souvent, on voit des masses d'ombre qui se déplacent devant la feuille. Et vous pouvez facilement imaginer la personne qui est en train de dessiner, et puis les mains s'agitent, les mouvements se dessinent sans le crayon. C'est simplement le geste. Alors après, vous avez tout le système de flèches, les petites lignes pointues en bas à droite, c'est les montagnes. Enfin voilà, il y a tout le système iconique traditionnel qui se met en place. Donc ici, je voulais quand même faire suggérer une idée, une sorte d'opposition entre la carte et le croquis, puisque sur une carte, mettons une carte hygiène très simple, on trace des parcours qui relient un point de départ et un point d'arrivée. Alors que dans la construction d'un croquis cartographique, ce que vous voyez là, c'est des lignes de gestes qui retracent une expérience sensible. C'est-à-dire qu'on part de l'expérience du corps pour représenter l'espace.
Alors que quand on fait on veut partir à Paris en voiture, je pars de Saint-Étienne jusqu'à Paris, je trace des points qui vont alimenter mon parcours. Donc, ici, c'est une différence qui est importante dans mon travail, puisqu'après, dans la phase de programmation, cette opposition va prendre tout son sens. C'est-à-dire que ici, le croquis cartographique fait appel aux gestes dans le tracé de lignes de mouvement, alors que le second fait appel à des réseaux de lignes connectées. Alors, c'est peut-être évident pour un grand nombre d'entre vous, mais on peut penser à Till Rosken, le travail Aïda-Palestine. Je vous mets la vidéo pour ceux qui... Faut que je l'explique ou c'est bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, vous bouchez la tête. C'est un travail qui est fait donc avec, vous voyez en bas sur les deux photos, on va demander à des gens de décrire donc le camp Aïda qui est à Bethléem, et on va décrire simplement la maison, le camp, et puis les réseaux. J'habite ici, je vais voir ma copine ici, etc. Donc travailler sur l'espace quand on est dans un camp de réfugiés, vous imaginez bien les enjeux politiques qui sont derrière. Voilà. Donc pour moi, habiter ne signifie pas, selon moi, le fait d'occuper un espace dans un monde prédéfini. Il s'agit plutôt d'expérimenter quotidiennement le lieu dans lequel on vit. Donc c'est un enchevêtrement de lignes de mouvement que l'habitant va tisser un maillage. Donc c'est pourquoi le travail de collecte que je mène à Montreno est pensé comme un débordement de la cartographie des lieux, du quadrillage de la ville au plan du bâti. Donc les documents qui ont été collectés, vous vous doutez qu'il y a une quantité astronomique, ne serait-ce que le travail d'archives est conséquent, la banque de données devient de plus en plus importante. Donc il faut que je trouve une solution donc, pour envisager ces différents documents, ces archives et ces représentations donc, littéraires, iconiques, sonores. Donc comment agencer tout cela ? Donc, bien évidemment, il faut trouver un mode de configuration. Donc, pour ça, je réalise des cartes pour organiser mon travail. Donc, cartographier, c'est concevoir un langage artificiel, donc un système iconique légendé, et en proposer une matérialisation visuelle de celui-ci. Donc, moi, j'ai 2 pratiques de cartographie. Donc, la première, c'est celle de mon travail purement universitaire. Donc, ce sont des cartographies notionnelles. Qui me permettent tout simplement, mais d'organiser ma pensée. Donc ces cartes sont constituées de notions et de références relatives à mon travail. Et donc vous avez tout un système de légendes avec en bleu, les petits carrés bleus, c'est les icônes qui représentent les grandes notions, enfin les notions importantes. Après vous avez des lignes droites, les lignes pointillées, les petites hachures qui représentent les références, etc. Donc bien évidemment ces cartes sont réactualisées tous les 6 mois à peu près. Voilà, donc j'en ai plein. Et à terme, j'aimerais qu'elles me permettent de fabriquer mon objet mémoire, enfin ma thèse, qui serait conçue comme on pourrait le consulter à partir de mots-clés comme un index, en fait. Voilà, des entrées pour pouvoir se repérer. Et puis, donc, parallèlement à cela, il y a bien évidemment le travail de programmation qui se fait à partir de la désignation et la répertoriation d'occurrences iconiques et textuelles. Donc, en fait, le principe est simple, c'est-à-dire que je pars des entretiens. Donc, c'est l'image que je vous ai mis en haut. D'ailleurs, ici, elle est en tout petit, mais la feuille a été découpée, redécoupée. Donc, en fait, le croquis que vous avez, il ne fait pas plus de 4 cm par 5, en fait. Il est minuscule. Voilà. Donc, je pars de l'entretien et je vais isoler des mots-clés dans le discours de la personne. Donc, ensuite, c'est le schéma. Donc, les mots en rose, en fait, c'est mes mots-clés que je vais identifier. Et ensuite, ces mots-clés vont correspondre à des documents que j'ai collectés. Donc, c'est la petite carte que vous avez en dessous. Ici, c'est une carte qui est issue d'un entretien avec 2 personnes. Donc, vous avez un réseau vert, un réseau bleu. Et ensuite, les A en rouge, c'est les documents d'archives qui sont indexés. Donc, P34, c'est Presse 34. Donc, je suis la pro du tableur Excel. Je mets mes documents, le titre, je numérote, je me perds. Voilà, après, vous avez les bandes-sons, les images, les captations, etc. Donc finalement, les documents sont interconnectés selon le principe de l'hypertexte. Donc tout cela donc, va être
perçu par le spectateur grâce à une interface tactile qui lui permettra d'envisager donc la collecte. Donc, grâce à ce que Philippe Booth appelle la fonction lecteur, il pourra naviguer à l'intérieur du contenu. C'est-à-dire que la séquentialité des contenus, leur durée, est entre les mains du spectateur. Donc en fait, si le curseur est positionné à un endroit désigné comme bouton dans l'image, eh ben, ça va activer le contenu suivant. Donc l'idée, pour l'instant, ça serait que si la vidéo s'est arrêtée à 2 minutes, la prochaine personne qui consultera cette même vidéo, ben, la vidéo ne repart pas du début, mais du timecode précédent. Voilà. Donc c'est finalement tout ça, un système de désignation de boutons. Donc à l'image du catalogue, l'arborescence serait une forme cartographique stable, car cataloguer, c'est choisir d'organiser, selon un système raisonné, une quantité d'informations. Donc là, je vous ai mis quand même Klossky, de 1 à 1000 francs, puisque bon, bah, c'est une pratique qui est très connue, mais qui exacerbe ce principe d'ordonnancement. Donc on part d'un objet qui coûte 1 franc et on va jusqu'à l'objet le plus cher qui coûte donc 1000 francs. Donc finalement, l'arborescence constitue un réseau de données, une configuration capable d'unifier, de stabiliser et d'appréhender un ensemble de données. Mais on peut se poser donc la question, c'est que derrière cette volonté d'ordonnancement, il y aurait, pour reprendre donc Pérec dans Pensée et classée, je cite, un besoin taxinomique, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est-à-dire qu'ici, on soulève un problème qui est complexe et qui me semble utopique. C'est-à-dire qu'on doit faire un système de classification qui nous semble cohérent à un moment donné, mais la seconde d'après, il peut être complètement inintéressant. Donc, cette idée de vouloir classer, organiser, de ne rien oublier est assez problématique. Donc, c'est pour ça, finalement, que les cartes que je vais dessiner vont s'agrandir et se déployer en permanence. Et puis, les légendes qui les accompagnent aussi, puisque on va changer les réseaux qui relient les informations. Donc finalement, récolter des documents, d'accord, mais finalement les mettre en parallèle, les connecter, est-ce que ça ne les transformerait pas, est-ce que ça ne modifie pas leur statut? Donc au stade actuel de mes recherches, j'aimerais faire une installation plus plurimédia qui permettrait aux spectateurs d'expérimenter cette collecte. Donc l'installation projection serait activée par un écran commande. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis en fait... Intervenant précédent parlait de l'Atlas de Warburg. Là, je vous ai mis justement une photo de l'exposition au Fresnoy de Didier Huberman, qui était une proposition de planche. Vous avez les écrans, les projections au sol, et puis il y avait une coursive où on pouvait observer en hauteur le contenu. Voilà, pour le travail de l'Atlas. Donc l'installation serait activée par un écran commande. La spatialisation du contenu permettrait au spectateur d'expérimenter un dispositif qui ne compare pas les informations mais les agences. Donc le principe de l'Atlas, qui entend comme une figure graphique capable de préserver un principe d'accroissement organique, exponentiel, et capable de respecter les modalités de la pensée associative. Voilà. Donc pour conclure, oui, mais je fais un peu plus court. Bon, ben, parfait. Donc je vous ai fait un montage en fait avec 2 figures que vous devez bien connaître, celle du maillage et du réseau, qui ont été évoquées par Karen O'Rourke. Donc c'est mes petits dessins, mais donc vous avez le maillage qui est décrit au-dessus avec la capture d'écran. Qui amène le témoin à produire une image de son lieu d'habitation grâce à un enchevêtrement de lignes. C'est-à-dire que dans les croquis que je vous ai montrés, vous avez vu, il y a des lignes courbes, des ratures, etc., des repentirs. Alors que le réseau, à partir du moment où on programme, on met en relation des documents qui sont connectés point par point. C'est-à-dire que c'est le deuxième petit graphique, c'est que c'est mes mots-clés et c'est des lignes droites qui vont les relier les uns aux autres. Donc finalement, le programme va
est-ce que le programme fait disparaître cet enchevêtrement de lignes? C'est la question que je me pose actuellement. C'est quelque chose qui me chiffonne et j'essaye de trouver des solutions. Et finalement, l'installation-projection serait peut-être le lieu et le moment pour le spectateur de lui-même recréer un maillage à l'intérieur du dispositif. Mais il faut passer par le réseau, par le programme, par la machine pour rendre visible ce maillage. Voilà. Alors, les questions. Oui. Ce n'est pas des questions, mais ça me fait penser en fait à des travaux. Je pense qu'il peut y avoir des échos déjà dans la question de documentaire et de la tour B4 de. J'ai plus le nom. C'est un web documentaire. Oui, donc le web documentaire B4, donc Fenêtre sur cour, 2, je ne sais plus. Mais qui a été réalisé, donc j'ai un ami qui avait travaillé dessus, donc c'est sur France Télévisions. Donc il y a une interface, vous pouvez le consulter, tu peux le consulter sur Internet. Et après il y a des documents, donc des interviews des personnes qui étaient dans cette tour-là. Je ne sais pas si elle a été démolie, mais il y a ce rapport entre tour, éléments, tour vécu par des personnes. Et l'interface est assez jolie. Et le travail est vraiment bien. Et ça me fait penser, après ces graphiques-là, au travail de Gwenola. Et, oui, Jean-Christophe Frigo, d'accord. Et donc également à ton travail ancien, finalement, avec ta thèse sur Utopie du cinéma interactif, si je me souviens bien, et également le travail avec Alexis Chazard sur Landmap. Donc il y a ces questions de, effectivement, une carte, en tout cas un plan, avec des points d'intersection qui désignent des clips, et chaque clip, après, par indexation, renvoie à d'autres points. Et je pense qu'il y a vraiment une affinité à la fois graphique et peut-être aussi de sens. Oui, puisque l'idée au départ, c'est étant donné que je fais appel à la mémoire des habitants, c'est de créer un dispositif qui est assez hermétique, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'idée, c'est d'être perdu dans le contenu. De ne pas avoir justement de mode d'emploi, de page d'accueil qui vous dit cliquez à droite, cliquez à gauche. Il y aurait quelque chose comme ça d'assez... un véritable débordement, un rapport, une expérience du spectateur qui soit dans l'image, que l'image soit manipulée, etc. Pour moi, j'essaye de faire ce parallèle-là. Enfin, j'essaye. Le questionnement, là, à la fin, entre le réseau et le maillage, c'est la question, c'est est-ce qu'un programme peut faire apparaître un réseau, un réseau, si j'ai bien compris la question. Oui, pour moi, le programme, finalement, va formaliser des connexions. Et en fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que dans le travail initial, c'est des récits de vie, c'est des lignes courbes, des lignes qui vont de surimpression, qui se rajoutent, etc. Et à un moment, tout ça, c'est ordonné, codifié, classé dans un logiciel. Parce qu'il y a nécessité, à un moment donné, il faut bien le restituer. Donc c'est ce passage-là, en fait, qui me pose problème, en fait. Parce que je pensais à deux choses. D'abord, je pensais à des programmes qui codent en réseau, MaxMSP, dont on parlait ce matin, qui fait des liens avec des vecteurs. Et je pensais aussi à des logiciels qui font apparaître les vecteurs rhizomatiques, les traits, notamment par le biais de la trajectoire, et voire du travelling. Un logiciel très simple prédit, par exemple, quand on le programme, on peut faire des trajectoires entre des slides, etc., qui donc rend compte du lien, visuellement. Donc je me disais qu'il y a aujourd'hui des tentatives, en tout cas, par différents programmes, de faire naître des réseaux visuellement, de les mettre à jour, en fait, plutôt de les rendre compte. Oui. Après, ça, c'est un peu des esquisses, parce que certainement... donc, je me disais que c'était finalement assez... ça me semblait tout à fait possible de faire voir un réseau, de le mettre à jour un réseau. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont penchées là-dessus. J'avais l'impression que la question, c'était... est-ce que le seul fait de programmer ne réduit pas la complexité de l'enchevêtrement en étant profondément réducteur ? Et je trouve que c'est une
une excellente question. C'est-à-dire qu'on a... C'est pas ça que Si. Parce que, ce qui... c'est-à-dire qu'on part d'une expérience sensible. Et moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'à un moment donné, quand on passe par le numérique, on perd l'expérience polysensorielle de l'espace. Et à partir du moment où on programme, on crée des connexions et on perd toute relation aux odeurs, au tactile, etc. Et c'est ça, moi, le nerf de la guerre. Enfin, c'est ça le cœur de mon travail. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a une déperdition de ces informations? Est-ce qu'elles sont modifiées, transformées? Enfin, c'est ça la question, en fait. Parce qu'après, la carte, en tant que telle, elle n'est pas forcément visible dans l'installation. Il y a une autre question, mais si je me permets de rebondir là-dessus, il y a quelqu'un qui s'appelle un artiste cartographe qui s'appelle Philippe Rekasevich, qui a été assez connu parce qu'il a travaillé pour le Monde diplomatique. Lui, il dessine ses cartes au fusain sur des toiles et des cartes qui décrivent bien le monde contemporain parce que il est tout à fait conscient du fait que les outils de visualisation et les logiciels de cartographie non seulement masquent des détails, mais produisent une épure hygiéniste qui, quelque part, transforme notre relation au monde. Puisque, voilà, la carte, ça fabrique quand même des représentations territoriales, quoi. Mais il y avait... Monsieur, oui. Ah ben, c'était pour remonter d'un cran, je crois. C'est justement on sait bien qu'il y a une perte dans le numérique, par exemple, lorsqu'on passe de l'analogique au numérique. Mais comme on a des outils relativement puissants aujourd'hui dans le numérique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de passer outre ça et de se servir du numérique justement pour, au lieu de diminuer les données, de les amplifier, de faire en sorte que le numérique serve d'amplificateur des sensations, du tactile, essayer d'en faire un outil de magnification de ces données. Donc en fait, ce serait une prothèse. D'une certaine manière. Effectivement, mais ce qui est magique dans la mémoire, c'est qu'on oublie certaines choses et que c'est peut-être pas mal en fait. Et que si notre cerveau turbine aussi vite qu'un ordinateur, on est foutu, quoi. C'est ça en fait, c'est qu'il y a quelque chose dans le numérique qui devient hyper performant. Et moi, je suis très prudente par rapport à ça. Je veux conserver le principe de la mémoire, c'est un principe d'association d'idées. C'est une odeur, c'est... moi, quand je rencontre les gens, déjà, il y a toute une violence, il y a des sentiments qui sont extrêmement forts, qui ressortent. Alors, dans le récit, il y a des périodes où ils vont être très en colère. Les traits, ils sont comme ça, très droits. À un moment, bon, bah là, oui, alors, quand j'ai eu mes enfants, alors tout de suite, ça redevient un peu tout mou. Et puis après, ça repart. Oui, alors le voisin, il a fait ça, etc. Et c'est ça qui est... le lieu qu'on expérimente, qu'on habite, il est traversé de toutes ces expériences-là. Et pour moi, c'est très important de le conserver, en fait. Pour moi, un ordinateur, c'est un outil, c'est une super machine qui me permet de faire plein de trucs, mais ça ne va jamais remplacer le témoignage de quelqu'un qui habitait dans la muraille de Chine, qu'on a exproprié en lui disant « tu vas aller à Montréno », qui est un quartier qui est tout aussi défavorisé et abandonné par les politiques. Et puis on lui dit « bah non, maintenant ça suffit, tu vas habiter ailleurs ». C'est-à-dire que les populations qui sont... visés ici, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration, qu'on déplace comme des pions parce qu'à un moment, ils sont gênants. Et ça, tout ça est contenu à la fois dans le récit et dans l'énergie des dessins, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose que je veux respecter et qui est très important. Je ne sais pas si c'était très clair. Justement, dans le respect de cette énergie, on peut se servir éventuellement de l'outil informatique pour l'amplifier, justement pour le faire ressentir aux personnes qui sont autour, qui vont expérimenter l'installation. Ouais. Je suis peut-être un peu vieux jeu, moi je sais pas. Pourquoi faut-il l'outil informatique?
Pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans c'est ce qui était évoqué aussi par hier, c'est qu'à un moment donné, la base de données, comment on fait pour la classer? C'est-à-dire, moi, je me retrouve avec des classeurs entiers de documents, des heures de rush, des dossiers, des sous-dossiers. Enfin, on en parlait à midi. C'est bon, comment on restitue tout ça? Faire un livre, un objet livre, ça me semblait pas pertinent. Et finalement, la restitution de la vidéo et le fait de réunir des documents de nature différente me semblait la meilleure solution. Et du coup, le numérique me permettait de faire ça, en fait, de faire une spatialisation des documents. Le problème, c'est de les empiler dans un armoire, mais parce qu'il y a un aspect de numérisation que vous utilisez oui. Qui ne vous intéresse pas. J'ai pensé aussi le fait que ça change, en fait, que ça peut... on est toujours en train de... C'est jamais fini. Oui. C'est numérique, donc finalement, on fait des essais, on fait des tentatives, et chaque fois, on les développe davantage. Je suis très touchée quand j'ai montré le CD-ROM de Barbara Glosewski qu'elle a fait avec des aborigènes, et ils ont travaillé, et maintenant, c'est sur un tout petit écran. Oui. Mais ils continuent à travailler dessus, ils ont mis en ligne pour que les gens puissent ajouter des récits. Donc ça peut prendre différentes formes. Oui. Et c'est finalement ça que peut ajouter peut-être le numérique. Oui. Effectivement, après, il y a plein de possibilités. Ça peut être un CD-ROM, ça peut être un site consultable, ça peut être une installation. Pour l'instant, j'étudie toutes ces possibilités et je n'arrive pas à trouver celle qui politiquement me convient, en fait. Il faut que je me mette d'accord. Une, deux et peut-être trois questions. Une petite question très très simple comme ça en passant. Merci à Clémence pour son intervention que j'ai trouvée très très intéressante. Par contre, je vais poser une question à la fois un petit peu simple et un peu gênante. C'est qu'on met en évidence en permanence les processus et les procédures, mais très très peu le résultat. C'est-à-dire, elle est là ma question simple, c'est à partir de quand et comment collecter, cataloguer, cartographier devient ou produit un objet plastique. Et là arrive une autre question. À partir de quand on va parler, par exemple, de la picturalité du travail de Clémence, que j'ai là sous les yeux, par exemple? À partir de quand on va parler de cette activité d'écriture et de dessin, d'écriture aussi, dans sa dimension visuelle et plastique? Et comment, alors là je fais un déplacement supplémentaire, comment à un moment donné le récit se constitue non pas à partir de l'enquête sociologique ou à partir du processus qui est décrit, mais à partir du moment où le récit se constitue pour le spectateur lorsqu'on lui livre cet objet qui est un objet iconographique. Tout à fait d'accord. Si vous voulez répondre ou on laisse la... L'idée, c'est vraiment que le spectateur puisse s'approprier les documents pour lui-même se créer un parcours, en fait. Pour qu'il puisse se faire sa propre idée. Je vais rebondir quand même, parce que ça m'intéresse beaucoup. D'abord, j'avais une toute petite remarque, c'est... ça me fait plaisir aussi que vous ayez parlé de gens qui étaient issus de l'immigration, etc. Moi, ce qui m'a impressionné dans les croquis que vous avez montrés, c'est que les gens ont une compétence scribale excessivement évoluée. Les traits sont sûrs, ils savent faire des plans, je peux vous assurer que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ils ont une culture graphique, hein, ils savent ce que c'est qu'une légende, un évier, l'escalier, on le reconnaît, etc. Alors ça, c'est une première chose, c'est une question que je voulais vous poser, mais vous êtes tombé sur... c'est des lettrés vos locataires ou vos propriétaires de l'immeuble. Et du coup, ça renvoie à l'autre question qu'évoquait monsieur tout de suite, c'est... J'étais moi aussi très impressionné par votre production personnelle de cartes et de schémas, et j'ai trouvé que vous aviez une sorte de pensée visuelle et graphique excessivement forte. Ça tient la route, outre le caractère titanesque du catalogage. Alors, une solution, ça serait de dire
Mais oui, on a la réponse à votre question. L'ordinateur est-il un seul outil ou une fabrique complète du monde? On sait très bien que c'est aussi une fabrique du monde avec ces multinationales qu'on utilise tous les jours et qu'on essaye de rejeter de temps en temps. Mais on sait aussi que, et ça c'est pas moi qui parle, c'est Jack Goody, que l'écriture, sous sa forme de vos enquêtés, sous la forme graphique forte que vous sursollicitez, etc. C'est évidemment une technique intellectuelle. Et du coup, un des problèmes qu'on peut avoir, nous, c'est de se dire, est-ce qu'on va reproduire un discours dominant qui dit « Ah oui, la pensée est pure et les outils ne sont pas beaux » ou est-ce qu'on va effectivement se dire que le numérique révèle quelque chose en ce sens qu'il nous montre qu'il y a une forme d'écriture excessivement outillée qui a une influence considérable sur notre pensée et sur nos représentations du monde. Et auquel cas, dans ce cas-là, c'est pas le numérique qu'il faut aduler en tant que tel, c'est notre rapport à une instrumentation intellectuelle depuis la fondation de l'écriture en passant par la bibliothèque d'Alexandrie. Et là, on redécouvrirait le fait qu'effectivement, on ne pense qu'avec ses doigts, qu'avec un système de signes relativement élaboré. Goody rappelle qu'il faut qu'il soit réflexif, il faut que l'écriture sache dire « je suis de l'écriture ». Vous prenez un système de signes comme les panneaux de la route, ils ne savent pas dire « nous sommes des panneaux ». Donc là, globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que, je laisse la parole à l'autre personne après, vous avez une sorte de surcompétence scribale qui vous permet d'être excessivement créatif. Comme par hasard, cette compétence scribale, vous avez l'air de la partager avec les enquêtés avec lesquels vous êtes en empathie, et peut-être que vous n'osez pas l'affirmer. Et c'est là que je rejoindrai ce que disait monsieur en disant que il y a des très très jolies choses, et en plus ça a du sens, et en plus il y en a des milliers. Il y a des milliers, peut-être pas. Pour revenir aux personnes que j'interroge, ce sont des personnes de milieux sociaux plutôt défavorisés, parfois qui sont pas francophones d'ailleurs. Donc non, en plus ce qui est très étonnant, c'est que moi quand je prends rendez-vous, j'arrive et puis voilà, on s'installe, j'allume la caméra, j'allume l'enregistreur et puis allez, c'est parti. Et en fait, des fois j'ai même pas le temps de commencer de filmer, que les gens ont déjà commencé de filmer parce qu'ils sont un peu énervés. Alors, la feuille, tac, tac, tac. Et ça se fait très spontanément. Enfin, à aucun moment je ne donne de précision sur les dessins, sur les objets qui sont représentés en fait. Effectivement, moi aussi, ça m'a surprise parce que je pensais que le dessin, ça serait une barrière. Alors quand je leur dis, bah oui, il faudrait dessiner, je me regarde un peu bizarrement, puis bon, bah ok, d'accord, on le fait. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on représente l'appartement, mais on me dessine le quartier, limite on me dessinerait la ville. Enfin, parce que Moreno, sa spécificité aussi, c'est que c'est un quartier qui est à l'extérieur qui est de l'autre côté de l'autoroute, quoi. Pour ceux qui viennent de Lyon, est-ce que c'est vraiment Saint-Étienne? C'est la question qui est sous-jacente aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, je disais tout à l'heure, les petites pyramides, c'est les montagnes. J'ai beaucoup d'annotations sur le point de vue. Alors que je vois les monts du Forêt, je vois Saint-Étienne, etc. Donc, c'est-à-dire que la description du lieu s'ancre aussi dans des points de repère. Et ce qui est très marrant, c'est que Moreno est lui-même un point de repère. Et du coup, il y a une sorte de renversement comme ça dans la représentation de l'espace qui est aussi intéressant. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Madame ? d'échelle pour le coup. En fait, c'est des enfants. Mais alors, leur quartier est immense. Et puis, on parle quand même du centre-ville de Rennes, mais en fait, qui traverse que par le métro. Et la carte, elle est géniale. Et sur la carte, il y a aussi l'avion et le pays d'où on vient. Parce que c'est un quartier où il y a des populations d'origine étrangère. Et c'est vraiment une carte sensible, quoi. Et donc là, le produit fini, c'est une carte vraiment à l'échelle d'une carte comme on connaît, carte routière. Et ça, c'est le produit
connu de, je sais pas s'ils ont enregistré les enfants quand ils parlaient, quand ils dessinaient ça, mais eux ont choisi d'utiliser la carte papier. Effectivement, dans les cartes sensibles, par exemple, si on vous demande de dessiner le trajet pour aller chez vous, je pensais à une édition des Cahiers du paysage où justement on recensait des pratiques cartographiques avec un passage sur 2 lignes justement. Et effectivement, une ligne droite, vous allez soit la faire très courte, soit elle va faire 5 cm, alors qu'en réalité, elle dure 1 minute, quoi. C'est-à-dire que la perception de l'espace est extrêmement importante. C'est pour ça que je vous ai montré la vidéo de la dame qui est ici, parce que quand on dessine, on se pose pas de questions, c'est grand, c'est petit, peu importe, en fait, finalement, les proportions sont pas... on n'est pas dans un plan d'architecte, en fait. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que les architectes à Moreno, c'est les théories du Corbusier qui ont été appliquées, hein, tout bonnement, et sauf que ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché parce qu'on a oublié qu'il y avait des êtres humains qui allaient vivre là-bas, quoi. Et du coup, les gens sont aussi très remontés parce que le projet n'a pas fonctionné, parce que dès le début, il a été dénoncé. C'est-à-dire qu'on a dénoncé les principes urbains et architecturaux et on ne les a pas écoutés. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a un rapport au dessin qui est particulier, c'est que c'est des gens qui connaissent très très bien leur projet, qui connaissent très bien leur quartier, ils connaissent les politiques, ils savent les maires, ils sont très ancrés, les associations, etc. Et à n'importe quel habitant, vous pouvez lui demander, ils vous feront tous l'historique. C'est ça qui est très impressionnant aussi. Que ce soit le concierge ou j'ai interviewé un médecin, c'est à peu près le même discours. Et ça aussi, c'est très déroutant quand on arrive. Voilà. Il y avait une dernière question. Ou peut-être. Moi, c'est un peu un prolongement, mais j'ai encore un peu plus loin sur la question de la réception. Donc, tu parles de témoignages. Alors, tu parles de plusieurs choses. Un, l'énervement des gens à être interrogés. Moi, ça me renvoie, alors, je suis du quartier, j'ai suivi, alors je suis plutôt sociologue, anthropologue, voilà, ceux qui sont entretenus avec ces gens d'une certaine manière, je dirais dans le temps, sont des gens qui sont questionnés sans arrêt, à qui l'on prend les choses et qu'on ne redonne jamais. Oui, tout à fait. C'est ça qui est énervant. C'est l'effet patrimonialisation, c'est-à-dire le chercheur se met aussi, le cartographe, celui qui enregistre, celui finalement qui va faire tourner la page, qui est d'enregistrer, de cataloguer pour pouvoir leur dire c'est fini. Alors on l'a fait pour la mine, on le fait aussi pour les quartiers. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ton travail qui diffère un peu de la logique entretien, carnet d'entretien, et je restitue le livre, c'est que tu as un procédé démophanique. C'est-à-dire que tu donnes, finalement, tu révèles, alors le terme a été utilisé, et tu donnes la parole aux gens. C'est-à-dire que tu permets aux invisibles d'exister et de reprendre, finalement, de se réapproprier leur histoire à travers, finalement, tu les as fait auteurs. Tu leur donnes le stylo. C'est d'habitude, on prend, on écrit à leur place, on fait des livres. Là, finalement, ils leur donnent un moyen, un pouvoir, une autorité que la carte, finalement, dit, à mon avis, qui est, voilà, tu reconnais leurs compétences à raconter leur propre histoire. Et du coup, alors qu'ils racontent leur histoire, ils sont capables de la rendre visible et de se rendre visible à travers cette histoire racontée. Pour moi, ton dispositif de communication et de médiation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur permet d'exister enfin. Merci. Alors, c'est très intéressant parce que je n'avais pas pensé à ils ont parlé le terme de pouvoir, leur rendre la parole. Pour moi, l'idée au départ, c'était, bien évidemment, quand on est étudiant en art plastique, on a tout le bagage culturel, on a Picasso, tout ça en tête. Mais c'était l'idée de... C'est-à-dire que leur maison, finalement, c'est déterminant du point de vue de l'identité, de la construction de soi, etc. Et je me disais que c'était peut-être l'entrée la plus simple pour décrire, finalement, le lieu où on vit. C'est peut-être simplement dire où est-ce qu'on est, quoi. Et c'est, je pense souvent à Jonas et la baleine, quoi. C'est qu'on est tellement dedans qu'on n'est plus capable de le décrire. Pérec, on parle très bien, de ce principe-là, mais
mon idée au départ, c'était tout simplement parce que je travaillais déjà sur les descriptions des espaces qui nous sont le plus proches. Comment est-ce qu'on les décrit finalement? Et je suis rentrée par ce biais-là, en fait, dans le sujet. Mais effectivement, ça me donne des pistes. Je vous remercie. Oui, pardon. Oui, je voulais juste souligner quelque chose qui a été ma collègue, en particulier Aline Caillé, qui souligne très souvent que ça a été instrumentalisé un peu beaucoup par les politiques qui, actuellement, quand ils veulent construire un nouveau écoquartier, etc., ils viennent avec des artistes. Ils font des entretiens comme ça. Et il me semble que c'est très important aussi la qualité de cette restitution, de la qualité plastique, etc., que ça ne soit pas une énième fois, on donne la parole aux habitants, mais que cette parole puisse... et vous avez quand même sélectionné, je pense que aussi votre façon de travailler, vous sélectionnez, ça fait partie de la cartographie, sélectionner ce qu'on va montrer. Donc je pense que cet aspect-là est très important pour éviter cette instrumentalisation qui est un peu trop facile quand on n'a pas de budget pour réellement changer quelque chose. Bon, on peut toujours faire un petit projet artistique, ça coûte pas grand-chose. Et on interroge quelques habitants et on expose ça à la mairie et basta. Et donc je pense qu'il faut que ça aille plus loin. Bon, je pense pas que la mairie vienne me chercher, parce qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes idées. Après, effectivement, pour être plus sérieuse, moi, dans les entretiens, dans la parole qui m'est livrée, c'est extrêmement politique. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Quand on filme, c'est qu'est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on coupe, comment on monte. Et c'est ça aussi la difficulté d'agencer les objets, c'est-à-dire que on fait du montage, quoi. Donc à un moment donné, mettre tel objet à côté de celui-ci, bon, moi ça me semble pertinent, mais j'ai toujours extrêmement peur de créer des raccourcis. Surtout que voilà, c'est un quartier bien particulier, une population principalement maghrébine, donc voilà, c'est quelque chose qui me soucie beaucoup et voilà, j'essaye d'être très prudente, effectivement. Et c'est pour ça que la restitution, aussi le lieu de présentation de l'objet, où est-ce qu'il va être, dans quelles conditions. Je sais que je garde contact aussi avec les personnes. J'ai un monsieur qui m'attend à la maison de retraite à Noël, donc il faut que j'aille le voir. Donc voilà, c'est pas simplement prendre et puis merci, au revoir, j'éteins ma caméra et je m'en vais. Je veux absolument faire attention à ça et puis aussi, c'est ce qu'on discutait hier, c'est ne pas tomber non plus dans un discours militant. Enfin, on peut militer, bien évidemment, mais moi, je veux suggérer des choses, mais je veux aussi que le spectateur puisse se faire sa propre opinion. Je veux pas être... le retour vers les habitants, je pense que c'est important, effectivement, de voir un peu comment vous leur proposez aussi votre écoute et votre interprétation de ce qu'ils vous ont donné. Et donc, eux, en retour, ils sont votre premier public. Après, il y a nous aussi. Mais que ça puisse sortir, que ça ne soit pas uniquement aussi, ça c'est un autre débat très souvent soulevé, c'est que le seul public, c'est en fait les gens qui ont fait les dessins. Oui, et ça non plus, c'est un peu dommage. Après, ça me met un peu mal à l'aise parce que des fois, donc ils me demandent, souvent je grave les vidéos sur CD. Du coup, je m'entends parler, je me vois, ça me met extrêmement mal à l'aise de leur donner ça. Bon, après, je me fais pas de soucis, mais du coup, ça me renvoie aussi à ce qu'eux peuvent ressentir en se disant, mais il y a quelqu'un qui est parti avec ce que j'ai dit. Vous leur apportez quelque chose, parce que votre regard est important. C'est, vous leur apportez quelque chose, parce que il y a cet échange. C'est pas que... emporter quelque chose dans les bagages et merci, au revoir. Mais c'est vrai que les entretiens se font assez spontanément. Moi, je
j'explique en gros ce que je fais. J'ai mis en arts plastiques, en sociaux, non, en sociaux. Et puis après, moi, j'ai même plus le temps, j'ai même pas le droit de parler d'ailleurs. On est pris dans le récit, donc j'essaye de. D'autres questions ou sur cette intervention qui motive beaucoup de gens, ou peut-être sur l'après-midi, à votre préférence. S'il n'y en a pas d'autres, je pense qu'avec vous, je peux remercier Vincent Siciliato, Philippe Colantoni, Laurent Potier, Marielle Touls, et les applaudir bien fort. Merci.